am a person. You are not. Bitch. Pressure is a privilege. It really is. Barbecue sauce. Oh, she's taken it! Aguero! Oh, Manchester! Bienvenue dans Si je te dis, le podcast où on parle de pop culture pour mieux comprendre le monde. Si je te dis Billie Jean. Non, pas cette Billie Jean. Moi je parle plutôt d'une athlète mondialement connue, une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire, mais surtout d'une femme qui a utilisé sa carrière pour rendre son sport plus accessible, plus visible et plus égalitaire. Je parle bien sûr de Billie Jean King. Pressure is a privilege. It really is. Ce petit extrait te dit peut-être quelque chose, et c'est normal. Tu l'as entendu il y a 1 minute seulement dans le générique de l'épisode. D'ailleurs, si tu tends bien l'oreille, il y a plein d'indices dans ce générique sur les prochains épisodes. Je dis ça, je dis rien. Bon, maintenant, retour à notre sujet. Billie Jean King, c'est l'exemple parfait d'une carrière utilisée pour faire évoluer le sport. Dans cet épisode, je te propose de revenir sur son parcours, son engagement et ses répercussions encore visibles aujourd'hui. Avec une question, comment une championne de tennis a-t-elle transformé un court en champ de bataille politique ? C'est le sujet de ce nouvel épisode de Si je te dis, et ça commence tout de suite. Mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. S'il vous plaît. Billie Jean Moffitt, de son nom de jeune fille, naît en 1943 à Long Beach, en Californie, dans une famille passionnée par le sport. Son père, Bill, est pompier et fan de basket, sa mère, Betty, est danseuse et nageuse passionnée, et son frère Randy a joué une dizaine d'années en Ligue majeure de baseball. Mais elle choisit un autre sport, le tennis. C'est une amie qui l'y initie lorsqu'elle a 11 ans, et très vite, elle se prend de passion pour ce sport. Au début, elle prend des cours gratuits dans un parc public, comme c'est souvent le cas à l'époque aux États-Unis. Et puis après seulement 2 cours, elle se dit qu'elle veut devenir numéro 1 mondial. Rien que ça. Au début, son entourage a du mal à se projeter, mais pas Billie Jean. Elle sait déjà qu'elle jouera dans la cour des grandes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la suite ne va pas lui donner tort. En 1961, à l'âge de 18 ans seulement, elle remporte son premier tournoi du Grand Chelem en double à Wimbledon. Durant sa carrière, elle remportera pas moins de 281 titres, dont 39 tournois du Grand Chelem, 12 en simple, 16 en double et 11 en double mixte. Et surtout, 20 titres à Wimbledon, un record longtemps resté inégalé. Elle réalise même le Triple Crown à Wimbledon en 1973, c'est-à-dire remporter le tournoi en simple, en double et en double mixte, un exploit rarissime. Bref, Billie Jean King a l'un des plus beaux palmarès du tennis féminin. À son époque, seules Margaret Court et Martina Navratilova font mieux. Et pour sa place de numéro 1 mondial alors ? C'est plus compliqué. Tout simplement parce qu'avant 1975, il n'y a pas de classement WTA comme aujourd'hui, avec des points gagnés ou perdus en fonction des résultats sur chaque tournoi. Donc les classements les plus sérieux sont ceux de journalistes sportifs et d'experts du tennis. Et beaucoup s'accordent à lui donner la place de numéro 1 mondial 5 fois entre 1966 et 1974. Preuve ultime, s'il t'en fallait encore, de son niveau de performance. Et le très haut niveau, c'est pas du hasard. Elle travaille beaucoup son endurance, là où beaucoup de joueuses négligent encore leur préparation physique. Elle a aussi un jeu très agressif, porté vers l'avant. Elle prend la balle tôt, elle trouve des angles impossibles et vient souvent finir les points au filet. Évidemment, ces qualités-là, elle les développe aussi grâce au double, où elle excelle. Et au-delà de ses accomplissements tennistiques, elle est aussi une véritable icône du sport en général. En 1971, elle devient la première athlète féminine, tous sports confondus, à avoir gagné plus de $100 000 en une seule saison. Oh damn. Oh damn. Oh damn. Bref, Billie Jean King ne fait pas que gagner, elle domine le tennis féminin, et pourtant, elle n'est pas traitée comme ses homologues masculins. Dans les années 60, la carrière de Billie Jean King se construit progressivement. Après sa victoire en double à Wimbledon en 1961, elle remporte le tournoi en simple 5 ans plus tard, son premier titre du Grand Chelem en solo. Mais derrière ses succès, elle découvre l'envers du décor. Dans le tennis, les femmes ne sont pas logées à la même enseigne que les hommes. Leur tenue est réglementée, on oublie les shorts utilisés chez les hommes, les femmes doivent porter une jupe sous peine de disqualification. Et les écarts de rémunération sont criants, peu importe le tournoi. En moyenne, les prize money pour les tournois féminins sont 8 fois moins élevés que pour les hommes. Après sa victoire en simple à l'US Open 72, elle remporte $10 000 quand son homologue masculin Ilia Nastase en gagne 25 000.
Ces différences de traitement vont l'inciter à s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes dans son sport. Pour expliquer cette inégalité salariale, les instances dirigeantes du tennis font valoir l'argument de la longueur des matchs. Les matchs féminins se jouent en 2 sets gagnants et les matchs masculins en 3 sets gagnants. Cela expliquerait la différence de salaire. Mais on pourrait rétorquer que les athlètes féminines font pourtant les mêmes sacrifices que les hommes pour performer à très haut niveau. Bref, l'argument est contestable. Et en plus, l'écart de salaire est encore récent à l'époque, puisqu'à la fin des années 60, le tennis se professionnalise. Mais au lieu de réduire les inégalités, l'écart salarial continue de se creuser. Cette injustice s'explique donc principalement par la gestion du circuit féminin par des hommes. Pas si étonnant dans un monde où les femmes ont encore peu de droits. Résultat, à l'époque, vivre du tennis est presque impossible pour une femme. Et c'est précisément cette situation qui va pousser plusieurs joueuses à prendre une décision radicale, une décision qui va révolutionner le tennis féminin. En 1970, sous l'impulsion de Gladys Heldman, fondatrice du World Tennis Magazine, 9 joueuses reconnues se séparent des instances dirigeantes du tennis et signent un contrat d'$1 symbolique pour lancer un nouveau circuit professionnel de tennis féminin, le Virginia Slims Circuit. Pour la petite anecdote, Virginia Slims, c'est une marque de cigarettes destinée aux femmes appartenant au groupe Philip Morris qui sponsorise ce nouveau circuit. Un sponsor un peu ironique quand on parle de sport. Mais bon, aujourd'hui on a bien une ligue à McDonald's, donc plus rien devrait m'étonner. Bref, je m'égare un peu. Les 9 athlètes à l'origine de cette révolution sont plus connus comme les Original 9. Parmi elles, on retrouve 2 Australiennes, Judy Dalton et Kerry Melville, et 7 Américaines, Peaches Barkovits, Rosie Casals, Julie Heldman, Christy Pigeon, Nancy Ritchie, Valerie Zinghenfuss et évidemment Billie Jean King. Dès le lancement du Virginia Slims Circuit, les Original 9 sont suspendus par la Fédération de tennis américaine. C'est un vrai tournant pour ces joueuses qui prennent là un vrai risque, celui de n'être plus reconnues par leur fédération et donc de ne plus pouvoir disputer les tournois du Grand Chelem. Mais pour ces filles, le risque mérite d'être pris pour avoir une meilleure reconnaissance à long terme. Interviewée à ce sujet, voilà ce que Billie Jean King déclare. « J'étais à la fois effrayée et très enthousiaste. On ne savait pas ce qui allait se passer. On avait un rêve, une vision. On voulait que n'importe quelle fille au monde, si elle était assez douée, puisse avoir la possibilité de jouer. On voulait également que les femmes soient reconnues pour leur réussite, pas seulement pour leur look, et la chose la plus importante, qu'elles puissent vivre de leur activité de joueuse de tennis professionnelle. C'est pour ça que nous avons pris ce risque. La création de ce nouveau circuit change la donne puisqu'il s'agit d'une organisation autonome et séparée des structures masculines, mais qui dit circuit autonome dit qu'il faut développer de nouveaux tournois et attirer des sponsors. Chaque match est donc un risque financier qui dépend uniquement de leur performance. Et en septembre 1970 se tient à Houston le premier tournoi organisé au sein du Virginia Slims Circuit, le Virginia Slims Invitational, avec une récompense de $7 500 à la clé. Le tournoi est un franc succès sportif et médiatique. Très vite, d'autres joueuses arrivent et l'année suivante, le circuit compte déjà 19 tournois parrainés par Virginia Slims pour une dotation financière totale de $300 000. Mais cette révolution en marche n'a été possible qu'avec l'investissement total des joueuses engagées dans le projet. Comme le souligne Billie Jean, nous nous sommes littéralement tués à la tâche pour promouvoir ce sport. Nous passions à la radio à 6h du matin, à la télévision, nous figurions dans les magazines, dans les journaux, nous donnions des conférences de presse, nous allions dans la rue, nous arrêtions les voitures et nous leur donnions des billets pour nos tournois. Peu à peu, les efforts payent et le tennis féminin prend progressivement plus de poids. La suite logique est donc un circuit professionnel encore plus solide. En juin 1973, alors que Wimbledon est sur le point de débuter, une 60aine de joueuses de tennis s'enferment dans une salle du Gloucester Hotel de Londres. Alors que leurs homologues masculins ont créé leur association un an plus tôt, l'ATP, elles ont décidé elles aussi de se forger un destin commun. Au début de la réunion, Billie Jean King déclare « Tant que nous n'avons pas créé une association de joueuses, nous ne sortons pas d'ici ». À l'issue de cette réunion de 2 heures, Billie Jean King crée la Women's Tennis Association, ou WTA, en vue de défendre l'intérêt des joueuses et de rassembler un maximum d'épreuves féminines au sein d'un même circuit. Une véritable avancée dans le monde du sport qui résonne avec un climat social bien particulier. Aux États-Unis, les années 60-70 sont celles de la lutte contre toutes les formes de discrimination. La lutte pour les droits civiques, pour les droits LGBT et bien sûr pour les droits de la femme. Je rappelle quand même qu'avant 1973 et l'arrêt Roe vs Wade de la Cour suprême, les femmes ne peuvent pas encore avorter légalement aux États-Unis, ce qui n'est d'ailleurs plus le cas partout aux États-Unis depuis 2022, mais ça c'est une autre histoire. Elles ne peuvent pas non plus avoir de carte de crédit ou monter leur société sans l'autorisation de leur mari. Welcome to the real world. It sucks.
You're gonna love it. Et ça, c'est seulement quelques exemples. Dans cette quête de nouveaux droits, les militantes féministes sont réunies au sein de la National Organization for Women, avec des figures majeures comme Betty Friedan et son livre The Feminine Mystic, manifeste féministe au cœur de ce mouvement de libération de la femme. Dans le sport, un amendement particulièrement important pour le droit des femmes est voté en 1972 par le gouvernement Nixon, surnommé Title IX. Il interdit toute discrimination sur la base du sexe dans les programmes d'éducation et activités soutenus par l'État. Et pour le cas précis du sport, cela permet aux jeunes femmes d'obtenir une bourse d'études sportives, chose encore impossible pour la génération de Billie Jean King par exemple. Proposé par la démocrate Patsy Mink, cet amendement révolutionne le sport universitaire américain. Peu à peu, des équipes féminines se développent et ça permet aux femmes d'obtenir les mêmes moyens pour pratiquer leur sport. Dans le tennis, une autre avancée en matière d'égalité est à mentionner, et encore une fois, Billie Jean King y est pour beaucoup. Rappelle-toi, elle remporte l'US Open 72, mais elle gagne 15 000 $ de moins que son homologue masculin. En apprenant cela, elle exige l'égalité salariale entre hommes et femmes, et elle menace même de boycotter le tournoi l'année suivante. Son coup de pression fonctionne, et dès 1973, l'US Open offre le même prize money pour les hommes et les femmes, et ça montre la voie à d'autres événements sportifs d'ampleur, à commencer par les 3 autres tournois du Grand Chelem. Enfin, presque. Au début des années 70, les fondations du tennis pro féminin sont posées, mais il reste encore beaucoup à faire. Le tennis féminin reste moins accepté, moins médiatisé et moins bien rémunéré que le tennis masculin. À titre de comparaison, l'égalité salariale sur les autres tournois du Grand Chelem vient beaucoup plus tardivement puisqu'il faut attendre 2000 pour l'Open d'Australie et 2007 pour Roland Garros et Wimbledon. Dans les années 70, la société commence à entendre le message féministe, mais ces idées ne sont pas défendues par tout le monde. Et c'est dans ce contexte particulier qu'un ancien champion américain affirme pouvoir battre n'importe quelle femme au tennis. Cet homme s'appelle Bobby Riggs, vainqueur de Wimbledon et de l'US Open en 1939. Mais le temps a passé. En 1973, il a 55 ans et l'ancien numéro 1 mondial est en quête d'attention médiatique. Il a un mantra, le tennis féminin est inférieur au tennis masculin. Pendant des mois, il provoque les joueuses dans les médias. Selon lui, même une championne du monde ne peut battre un ancien tennisman à la retraite de 55 ans. Il offre 5 000 $ à toute femme qui le vaincra. Ooh, I'm a man. Ooh, I have a penis. Ooh, I have to win money to exert my power over women. Il se met même à jouer en femme ou avec un t-shirt troué au niveau des tétons. Il affirme représenter la supériorité masculine et se donne le titre de roi des porcs chauvin mâle. Super classe. Mais son comportement peut paraître surprenant quand on sait que 2 femmes ont énormément œuvré pour le développement de sa carrière. D'abord Esther Bartosz, joueuse de tennis confirmée qui le repère quand il a 12 ans et lui ouvre la porte des tournois nationaux, et Eleanor Tennant, ancienne numéro 3 américaine qui coach les meilleurs joueurs et aide Bobby à peaufiner son jeu et sa tactique. Alors Bobby Riggs pousse-t-il la provoque par machisme et sexisme militant ou cherche-t-il simplement à revenir sur le devant de la scène? Chacun se fera son propre avis. Quoi qu'il en soit, ça marche. Il harcèle Billie Jean King pour qu'elle l'affronte, affirmant qu'elle ne pourra jamais le battre, mais elle refuse, jugeant qu'elle n'aurait rien à gagner à jouer ce match pour elle ou pour la promotion du tennis féminin. Et de nombreuses joueuses refusent elles aussi la proposition. Mais l'une d'entre elles accepte le défi, et pas n'importe laquelle. Margaret Court, la plus grande joueuse de l'époque, 64 titres en Grand Chelem, un mythe à elle seule. À l'occasion d'un tournoi à Détroit, Margaret Court annonce la nouvelle à Billie Jean King, qui la prévient. Margaret, ce n'est pas seulement un match de tennis, il est question de changement social, de culture, de considération fondamentale pour l'être humain. Mais l'Australienne ne l'écoute pas, elle veut jouer ce match en dépit d'une éventuelle défaite qui pourrait nuire à la place des femmes dans le sport. La rencontre a lieu le 13 mai 1973, jour de la fête des mères, d'où le surnom de ce match tristement connu comme le massacre de la fête des mères. Bobby Riggs écrase Margaret Court en 2-7, 6-2, 6-1. Il utilise les amortis et lobes pour freiner le jeu de son adversaire et ça fonctionne. Par provocation, Riggs se proclame champion du tennis féminin et ironise sur le niveau du circuit féminin en se moquant du fait que la meilleure joueuse mondiale n'est pas capable de battre un gars avec un pied dans la tombe. Encore une fois, super classe. Après cette humiliation, Billie Jean King ne se laisse plus le choix. Elle doit affronter Bobby Riggs à son tour. Il en va de la réputation du tennis féminin qu'elle s'est battue si dur pour promouvoir. Mais elle pose ses conditions. Elle ne veut pas que ce soit Jack Kramer, ancien joueur de tennis et commentateur, qui commente la rencontre. Ce sera finalement sa partenaire de double, Rosie Casals, qui commentera le match. Et Billie Jean pose une dernière condition. Elle dira à son adversaire « Je veux un match en 3-7 gagnants, pas 2, car si vous perdez, vous allez dire que je vous ai volé la victoire et que sinon vous m'auriez battu. » Donc je lui ai dit « Je
préfère jouer en 5-7, comme pour le simple messieurs. Il m'a regardé l'air un peu étonné, et il a dit d'accord. Après le tournoi de Wimbledon, elle annonce que la rencontre aura bien lieu. Et dès l'annonce, tout le monde en parle, car ce n'est pas juste un match entre deux athlètes, c'est un match entre un homme et une femme. Et encore plus entre deux visions opposées du monde. Billie Jean King, jeune, expérimentée dans les matchs décisifs, militante active du mouvement de libération des femmes, face à Bobby Riggs, ancienne gloire du tennis américain, de 25 ans son aîné, provocateur, misogyne, qui cherche à relancer sa carrière et à retrouver l'attention médiatique. Alors assez logiquement, les médias présentent cette rencontre comme la bataille des sexes. Cette dualité nouvelle attire l'attention du public qui se prend de passion pour cet affrontement. Billie Jean King fait de ce match une priorité. En conférence de presse, elle affirme se nourrir de la pression qui entoure l'événement, mais par médias interposés, Bobby Riggs lui répond, affirmant qu'il la battra car elle ne supporte pas la pression puisque c'est une femme. Et de la pression, il est vrai qu'elle en a beaucoup. Elle dira plus tard qu'elle ne jouait pas seulement pour elle dira même « Si je perds ce match, je fais reculer la cause des femmes de 50 ans ». La tension monte petit à petit jusqu'au jour J, le 20 septembre 1973. La rencontre a lieu à l'Astrodome de Houston, 30 000 spectateurs sont présents et le match est retransmis partout à travers le monde. En tout, il a attiré environ 90 millions de téléspectateurs, un record pour un match de tennis à l'époque. La récompense est fixée à $100 000 pour le ou la gagnante, et il faut dire que le match est un show spectaculaire, théâtral, qui frôle le ridicule à certains moments. What a scene it is, almost reminiscent of college football, with the celebrities present, with the big band here, with dancing cheerleaders and all of the rest. Billie Jean King entre dans la salle sur un char égyptien, tel Cléopâtre porté par des hommes musclés et torse nu. Riggs, lui, arrive dans une calèche tirée par des mannequins avec une veste Sugar Daddy, sponsorisée par la célèbre marque de bonbons. Les deux adversaires s'offrent des cadeaux d'avant-match. Bobby Riggs offre une sucette géante en cadeau à Billie Jean King, qui lui offre un porcelet pour bien lui rappeler qu'il est le roi des porcs chauvins mâles. Pas de doute, avec ça, le match est lancé. Et pour cette rencontre, la numéro 1 mondiale décide d'adapter son jeu. Elle, qui joue habituellement vers l'avant, frappe la balle fort, vient conclure les points au filet rapidement. Là, elle rallonge les échanges, frappe volontairement la balle moins fort pour forcer son adversaire à courir. Sa stratégie, c'est de l'épuiser. Et ça marche. Bobby Riggs ne parvient pas à déborder son adversaire. La victoire de la championne américaine est écrasante. 6-4, 6-3, 6-3 en 1h49 de jeu. Une véritable démonstration. La victoire de King lui permet de dénoncer l'hypocrisie d'une institution qui hier la radiait et la sous-payait pour lui proposer aujourd'hui $10 000 pour battre une ancienne gloire du tennis masculin à la retraite. Après le match, Bobby Riggs accepte sa défaite et reconnaît la valeur du tennis féminin. Indirectement, sa défaite permet à Billie Jean d'être le porte-voix d'une génération de sportives et de faire bouger les lignes jusqu'à aujourd'hui. Après cette rencontre, le tennis connaît un essor fulgurant aux États-Unis. On ne compte plus le nombre de jeunes qui se mettent au tennis grâce à ce match. Malgré tout, on peut se demander pourquoi l'une des meilleures joueuses de tennis du monde a dû absolument battre un homme pour prouver la valeur du tennis féminin. Et honnêtement, vraie question. Ce match ne fait aucun sens quand on y réfléchit un peu. Et pourtant, la victoire de Billie Jean King résonne comme un électrochoc chez de nombreuses américaines. Dans un contexte d'émancipation des femmes dans les années 70, ce match est une piqûre de rappel. Les femmes peuvent revendiquer leurs droits. Les femmes peuvent être sur le devant de la scène, légitimement, tout simplement. Billie Jean raconte: un jour, je me suis rendu dans les locaux d'un journal et un groupe de femmes s'est précipité vers moi pour me remercier. Elles m'ont dit: vous savez, cela fait 10 ans qu'on veut demander une revalorisation de salaire, mais on n'a jamais eu le cran de le faire. On a regardé votre match et ça nous a donné un nouvel élan. Peu à peu, dans ce contexte d'émancipation, les femmes prennent confiance en elles, et ça rejaillit sur toute la société. Billie Jean raconte que des hommes venaient aussi la remercier pour son combat. Elle disait que leur approche était plus réflexive, ils avaient souvent la larme à l'œil, et ils me disaient: je n'ai jamais vraiment pensé à ma fille, mais quand j'ai regardé le match, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit qu'elle avait les mêmes droits que mon fils. Aujourd'hui, l'égalité peut paraître évidente, mais en 1973, elle est encore loin d'être acquise. Les mœurs changent petit à petit, la victoire de Billie Jean King ne règle pas tout, elle ne crée pas l'égalité, mais elle légitime la place de la femme dans le sport. Et surtout, elle ouvre des questionnements qui restent encore d'actualité aujourd'hui. Si la victoire de Billie Jean King a eu des effets immédiats, elle a aussi des répercussions bien après et même encore aujourd'hui. En tant que femme, ses engagements sont nombreux et en tant que joueuse, son palmarès est extraordinaire. Tout ça, ce n'est plus à prouver. Mais l'exposition médiatique liée à sa carrière ne l'a pas toujours servi, notamment dans sa vie privée. La joueuse a d'abord été mariée à l'avocat Larry King, qu'elle rencontre durant ses études au Los Angeles State College. Ils sont mariés de 1965 à 1987, mais dès la fin des années 60, Billie Jean réalise qu'elle est attirée par les femmes. En
1971, elle entame une relation avec son assistante Marilyn Barnett, et ce jusqu'en 1979. Cette année-là, le couple King demande à Marilyn de quitter leur maison de Malibu, dans laquelle elle a été logée gratuitement pendant plusieurs années. Mais Marilyn refuse. En 1981, elle porte plainte et menace de diffuser des documents visant à exposer leur relation passée aux yeux du monde. Et pour Billie Jean, le moment est venu. Elle ne veut pas se cacher plus longtemps. Lors d'une conférence de presse le 1er mai 1981, elle finit par révéler son homosexualité et elle devient ainsi la première sportive de haut niveau à faire son coming out. I did have an affair with Marilyn Barnett. It's been over for quite some time, and I'm very disappointed and shocked that Marilyn has done this not only to herself in a very self-destructive way, but to other people who have cared for her. Soutenue par la grande majorité des joueuses du circuit et de la presse, elle est toutefois lâchée par tous ses sponsors dans les 24 heures qui suivent sa déclaration et perd à peu près 2 millions de dollars. Malgré les répercussions sur sa carrière, elle s'engage pour la lutte contre le sida et pour les droits LGBT. Elle poursuit aussi ses engagements pour l'égalité dans le sport en fondant le magazine Women's Sport et la Women's Sport Foundation en 1974, destinée à encourager les futures générations de femmes sportives. Pour son combat en faveur des femmes et de la communauté LGBT, Barack Obama lui remet même la médaille présidentielle de la liberté le 12 août 2009. En septembre 2020, la Coupe du monde féminine de tennis, la Fed Cup, est rebaptisée à son nom et devient la Billie Jean King Cup. Et depuis 2006, le complexe qui accueille l'US Open à New York a été renommé Billie Jean King National Tennis Center. Son engagement pour promouvoir le tennis féminin et la place de la femme dans le sport, c'est quelque chose qui a inspiré de nombreuses athlètes à combattre les discriminations et promouvoir leur sport. On peut penser à Naomi Osaka, engagée dans le mouvement Black Lives Matter et la santé mentale des athlètes, ou à Megan Rapinoe, célèbre joueuse de soccer américaine qui s'engage pour les droits LGBT et pour l'égalité salariale pour les équipes américaines de football. Aujourd'hui, la Fédération américaine de football rémunère ses joueurs et joueuses de la même façon, mais ce n'est pas le cas de la FIFA qui n'octroie pas les mêmes prize money lors de la Coupe du monde masculine et féminine par exemple. Il y a encore du progrès à faire. Malgré des prises de position comme celle de Billie Jean King, qu'on le veuille ou non, le débat sur les différences de performance entre femmes et hommes dans le sport revient régulièrement. Il s'agirait de grandir. En 2025, par exemple, l'ancienne joueuse de tennis professionnelle Pauline Payet lance un défi appelé Pauline vs Men. Son idée, affronter des hommes amateurs en partant d'un niveau de classement relativement bas et voir jusqu'où elle peut aller. Elle enchaîne les victoires et bat finalement 11 adversaires avant de s'incliner face à un joueur classé 1-6, un niveau déjà très élevé. Pour donner un ordre d'idée, en France, seulement 0,2% des licenciés masculins ont un classement équivalent ou supérieur. Autrement dit, l'immense majorité des joueurs amateurs ne pourraient pas battre une joueuse de son niveau. Mais les préjugés sont tenaces. Pendant longtemps, la société considère que la place des femmes est liée au foyer, à la maternité. Là, je vous apprends rien. Le sport, lui, est longtemps perçu comme un territoire masculin. Force, puissance, compétition, autant de valeurs qu'on associe plutôt aux hommes. Dans cette logique, la pratique sportive est jugée inutile, voire dangereuse pour les femmes. Au début du XXe siècle, elles sont pourtant de plus en plus nombreuses à pratiquer le sport, parfois à très haut niveau. Mais elles restent prises dans une contradiction. On les encourage à participer tout en leur demandant de ne surtout pas se viriliser. Ces injonctions contradictoires ont longtemps limité leur accès au sport et leur capacité à exploiter leur plein potentiel. Et aujourd'hui encore, certaines réalités restent peu prises en compte. Prenons un exemple simple, les règles menstruelles. Je vais pas mentir, en tant qu'homme, j'ai aucune idée de ce que ça représente concrètement. Mais on peut facilement imaginer que ça complique la pratique sportive, quel que soit le niveau. D'autant plus quand on sait qu'environ 10% des femmes en âge de procréer souffrent d'endométriose, une maladie qui peut provoquer des douleurs extrêmement fortes. Et même dans le sport de haut niveau, ces questions restent encore peu étudiées. Certaines recherches montrent par exemple qu'à certaines périodes du cycle menstruel, les risques de blessures peuvent augmenter. Bref, il manque encore des connaissances scientifiques pour mieux adapter l'entraînement des sportives. Et dans un milieu où les encadrants sont encore très majoritairement des hommes, ces sujets restent parfois mal pris en compte. Bref, il y a encore beaucoup à faire. Même chose pour l'égalité salariale. À la différence des grands tournois internationaux, en France, sur le circuit national, les prize money ne sont toujours pas les mêmes entre hommes et femmes. En moyenne, la récompense versée aux vainqueurs oscille entre 600 et 2400 euros chez les femmes et entre 950 et 4000 euros chez les hommes. Preuve que plus de 50 ans après la bataille des sexes, l'égalité des sexes dans le tennis et le sport est une bataille qui est loin d'être terminée. Si l'on remonte à cette soirée du 20 septembre 1973, difficile d'imaginer à quel point ce match allait dépasser le simple cadre du sport. Ce soir-là, Billie Jean King ne battait pas seulement Bobby Riggs, elle faisait vaciller une idée profondément ancrée, celle selon laquelle les femmes n'avaient pas leur place au même niveau que les hommes dans le sport, et par extension, dans la société. Plus de 50 ans plus tard, le paysage a profondément changé. Le sport féminin est plus visible, plus pratiqué,
plus respectées. Mais comme souvent dans l'histoire des droits, les victoires ne sont jamais définitives. Et si la bataille des sexes appartient désormais au passé, une chose est certaine, la bataille pour l'égalité, elle, continue encore aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Si je te dis. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi que chaque point peut changer le cours du match.